Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Au sommaire de l'actualité de ce jeudi, Sabine Boiron, Thierry Barbillon et Marc Ramel restent encore à Outania. Ils devront attendre lundi prochain pour savoir si oui ou non leur demande de remise en liberté sera acceptée par la Cour d'appel de Papeete. Le PIB du pays augmente de 2,5%. Les voyants de l'économie du pays sont au vert, a affirmé le président du pays lors de la session budgétaire de ce matin. Il est avec nous justement pour en parler. Nous aborderons avec lui les projets phares de son gouvernement. Bonsoir. Et parmi les bons chiffres, celui du tourisme est en hausse de 4,9% par rapport à 2018. Une embellie qui redonne le sourire aux petits prestataires, vous allez le voir. Et puis nous prendrons les airs avec Pierre, ancien champion de parapente gravement malade et qui peut aujourd'hui vaincre son handicap en volant accompagné. Enfin, après la romerie de Papara qui a fermé dans les années 70 au cœur du Fénois, vous fait découvrir ce soir la genèse du terrain du golf d'Atimaono. Mais c'est avec l'actualité judiciaire que l'on ouvre ce journal et la demande de remise en liberté demandée par Thierry Barbillon, Marc Ramel et Sabine Boiron, tous les trois condamnés le 29 août dernier à des peines de prison ferme pour notamment corruption de mineurs. Pour sa défense, Sabine Boiron appelle à la clémence de la justice. Je demande à être auprès de ma fille avant le procès en appel, évoquant les besoins de sa fille de 3 mois. La décision de la juge sera rendue publique lundi prochain. Brigitte Olivier et Marcel Bonneau. Beaucoup de monde pour cette audience à la cour d'appel. Les amis des 3 prévenus sont venus en force témoigner de leur fidélité. Sabine Boiron, Thierry Barbillon et Marc Ramel se sont exprimés tour à tour pour justifier leur demande de remise en liberté jusqu'au nouveau procès qui se tiendra fin janvier. La jeune femme, plus lourdement condamnée en première instance, revient sur la période de sa vie qui l'a menée en prison. Entre drogue dure et alcoolisation excessive, elle dit avoir perdu le contrôle et ses repères. Son avocat rappelle qu'elle a aussi accouché en juin dernier et qu'en 7 ans, elle a changé. Elle a une enfant, un bébé de 3 mois. Elle n'a pas eu le temps de s'organiser. Le procureur n'avait pas requis son mandat d'arrêt à l'audience la dernière fois. Et là, elle apprend que je lui téléphone, il y a eu un mandat d'arrêt. Alors il faut que tu te sépares de bébé. Elle a donné pour la dernière fois l'allaitement et on lui a passé les menottes. C'est elle qui a appelé la DSP pour qu'on vienne la chercher. Mais pour le procureur, la remise en liberté serait une erreur. Il les met tous les 3 dans le même panier. Risque de fuite à l'étranger, notamment pour Ramel, qui est souvent en Thaïlande, ce qui a peut-être un rapport avec son goût pour la jeunesse, précise le magistrat. Il craint aussi des départs définitifs de la part des 2 autres ou le risque de pression qu'il pourrait exercer sur les témoins. Argument balayé par la défense, notamment dans le cas de Thierry Barbillon. Monsieur Barbillon a absolument tout sauf le profil d'un fugitif. Quant au prétendu risque de pression sur les victimes, je rappellerai quand même que l'instruction remonte à 2013. Nous sommes aujourd'hui à 2019. Il n'est pas allégué par quiconque que M. Barbillon ait fait une quelconque pression sur les victimes pendant toute la période de l'instruction. Cela étant, la juge livrera sa décision lundi prochain, mais l'espoir ne règne pas au sein de la défense. Que techniquement, c'est du 100%. Juridiquement, c'est du 100%. Maintenant, il y a toujours les risques politiques, voire même les risques médiatiques. J'entends par là qu'il faut bien évidemment faire plaisir à une certaine frange de l'opinion. Voilà, je rappelle que le procès en appel de l'affaire Boiron est prévu les 28 et 29 janvier prochains. Et à Tarahoui, c'était la rentrée parlementaire des élus de l'Assemblée réunis ce matin pour l'ouverture de la session budgétaire. C'était l'occasion pour le président du gouvernement de présenter un bilan économique positif. Edouard Fritsch qui n'a pas manqué d'évoquer les 2 grands projets toujours très attendus, la ferme aquacole de Hao et le village tahitien. Caroline Faré et Mirko Vanfou. Un jour, on nous reprochera peut-être d'être trop exigeants, autant sur Hao que sur le village tahitien. Trop exigeant, le gouvernement Fritsch, pour certains peut-être, mais pas pour l'opposition Tahoera, frustrée par la lenteur des procédures. Encore aujourd'hui, il a avoué son échec face aux 2 grands projets, notamment Hao et le village tahitien. J'ai l'impression en fait de revenir sur la case de départ. Donc on ne peut que l'encourager avec les moyens que nous avons de pouvoir aller un peu plus vite, puisque en attendant, la population est là et qui attend toujours. L'échec concernant le village tahitien est imputable à l'investisseur maori, selon Edouard Fritsch, qui rappelle le respect des règles de la consultation de la part du pays. Un projet qui devrait connaître de nouveaux épisodes prochainement. Le projet se poursuit notamment au plan de l'action publique, puisque 2 opérateurs d'envergure validés par le pays
sont en cours de réalisation par DNAD. Vous avez bien compris, c'est 2 opérations d'envergure. Quant à la ferme aquacole de Hao, l'investisseur chinois apparaîtrait plus que jamais déterminé à réaliser le projet. Si les grands chantiers tardent à arriver, Édouard Fritsch se réjouit de la bonne santé économique du pays. La reprise de l'activité se renforce avec un PIB en hausse de 2,5% l'an dernier, une embellie qui semble se poursuivre au premier semestre 2019. Monsieur le Président, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous avez annoncé les bons chiffres de notre économie ce matin, mais on vous reproche quand même la lenteur des projets, notamment celui du village tahitien et surtout le projet aquacole de Hao. On sait que la dépollution de l'atoll est un gros problème. Vous avez abordé cela justement avec la ministre des Armées. La deuxième phase de dépollution de l'atoll de Hao, notamment les terres polluées aux métaux lourds, il est question d'évacuer vers Moruroa. Comment ça va se passer concrètement ? Écoutez, ce que j'ai demandé au ministre de regarder avec beaucoup d'attention, c'est effectivement que l'on puisse sortir ces terres polluées de Hao, puisque d'abord, ils occupent une superficie qui pourrait être utilisée pour autre chose, parce que vous savez que derrière, nous sommes en train de restructurer le village de Otepa. Et d'autre part, lui dire que, comme le pays a déjà contribué dans un premier temps pour le stockage et le traitement des terres polluées aux hydrocarbures, nous sommes à leur disposition pour trouver une solution ensemble. Mais il est évident aujourd'hui que nous n'avons pas les moyens, au niveau de la réglementation, de stocker les terres polluées sur Hao. Alors justement, si ces terres seront évacuées sur Moruroa, on ne sait pas encore quand, cela va retarder encore ce projet aquacole de Hao. Non, je ne crois pas, parce que, vous savez, c'est pas la raison pour laquelle le projet de Hao ne voit pas le jour. Le projet de Hao connaît quelques difficultés du côté de l'investisseur, car effectivement, nous restons intangibles sur la réglementation, et il faut que l'on soit vigilant jusqu'au bout, car effectivement, nous avons entendu beaucoup de choses déjà sur les possibilités de pollution de cette ferme aquacole, si l'on ne tient pas compte de la pression sur le lagon, si on ne tient pas compte de beaucoup de choses. Aujourd'hui, je reste très prudent et je ne céderai pas. Il faut que ces gens qui viennent chez nous viennent en adoptant nos règles à nous. Donc voilà, j'attends que les choses évoluent. Sur quoi ne veulent-ils pas justement céder ? Ils sont en train de réviser. Vous savez que les premiers permis de construire qui leur ont été attribués sont tombés en début d'année. Ils ont renouvelé les permis de construire, mais il nous reste à régler les problèmes des ICPE qui sont liés justement aux problèmes environnementaux. Savoir qu'aujourd'hui, le pays et surtout la direction des ressources marines cherchent à savoir exactement quels vont être les produits utilisés pour l'élevage, en particulier des petits poissons, des larvins, et ce qui va donc, en conséquence, être rejeté dans l'océan. Nous sommes transparents. Ils savent exactement ce que nous attendons d'eux. Quand est-ce que ça va se concrétiser ? Les gens n'attendent que ça. Je pense que, très brièvement. Si j'ai bien compris, je l'espère en tous les cas, d'ici la fin de l'année, nous allons avoir la visite de M. Wang Chen qui viendra lui-même lancer les premiers travaux. Je sais que les hangars nécessaires au centre-vie sont pratiquement construits aujourd'hui, qu'ils sont stockés sur Shanghai, et donc on attend le transport imminent de ces matériels. Merci beaucoup pour ces premières réponses, Monsieur le Président. Et parmi les bons chiffres de notre économie, celui du tourisme affiche une belle embellie, du jamais vu depuis 2002. Selon l'ISPF, par rapport à 2018, le nombre de croisiéristes a bondi de 39%, 59 500 touristes entre le mois d'avril et juin. Alors forcément, du côté des prestataires, les affaires marchent. Exemple dans la vallée de la Papenhaut avec Stéphane Ratino et Rohan Poutou. On est bien installé ? Allez, on est parti. Qu'y a-t-il après la montagne ? À l'appel de ces murmures aquatiques, de ces secrets feuillus, il y a chaque jour des dizaines de regards qui s'émerveillent. L'autre côté de Tahiti, jadis oublié des brochures de publicité, s'éveille. Et les images offertes à profusion chevauchent aussi vers un monde mis en récit. Une part de merveilles, peuplée de légendes, intéresse des visiteurs curieux d'entendre. C'est pour ça qu'on a pris un guide, parce que les légendes, même si souvent c'est assez bien indiqué, on arrive à les lire, mais quand c'est raconté, c'est quand même plus intéressant. Et ça intéresse même les enfants ? Oui, ça les intéresse. Ouais. On aime bien les vacances plutôt nature, donc là, venir à Tahiti, c'était un peu pour ça qu'on a choisi cette destination.
Ça vous surprend la vallée, la Papineau? C'est étonnant vu les paysages qu'on a vus et les lagons sur les îles précédentes. Après, comme c'est montagneux, on savait que ça allait être comme ça, oui. Alphonse, l'enfant de la vallée, guide depuis 7 ans à son compte les visiteurs. La montée en croissance d'un tourisme patrimonial est une réalité dont il est témoin et acteur. Aujourd'hui, l'arrivée de nouveaux avions a sociologiquement brassé le public. Tahiti, une destination glamour bien sûr, mais aussi une destination à fort contenu culturel, avec un goût authentique qui aimante désormais les clientèles. Le tourisme, il est en train de beaucoup changer, mais très demandeur, mais très exigeant aussi par rapport à les années passées. Ils venaient, ils essayaient de nous comprendre, et plus ça va, et plus ils sont un peu plus de ce qu'ils ont lu et entendu. Alors ils veulent tous avoir le plus ou encore un peu plus que tout le monde. Voilà. Donc il faut toujours être au top. Il faut toujours rester au top et puis, comme on dit chez nous, le sourire. Tahiti Tourisme, en élargissant ses cibles et la mise en récit du Fénois, a réussi son téléstoring. L'offre s'est structurée, a gagné en professionnalisme. Depuis 17 ans, les chiffres du tourisme n'ont jamais eu autant de couleurs. Reste une difficulté, l'influence des conjonctures internationales. Les 3/4 des touristes qui viennent en Polynésie française, soit des Américains, soit des Français. Donc forcément, s'il y avait une crise majeure aux États-Unis, ça impacterait forcément le tourisme polynésien. La Polynésie, des vacances où le rêve rejoint le sens, un horizon azur et à hauteur d'homme, simple et naturel, la même où les murmures deviennent des chants qui invitent toujours à revenir. On vient de le voir, Monsieur le Président, le tourisme se porte bien. Le village tahitien, par contre, sera relancé, particulièrement concernant l'attribution des lots destinés à accueillir les hôtels. À quel moment estimez-vous avoir les investisseurs potentiels? Écoutez, comme vous le savez, la société néo-zélandaise qui devait effectivement s'engager sur les silos destinés à la construction d'hôtels n'a pas pu satisfaire les conditions du contrat. Et particulièrement sur la partie financière. Ils ne nous ont pas apporté les garanties d'une bonne réalisation. Donc, aujourd'hui, nous avons relancé un appel à intérêt et je sais que localement, et au moment où je vous parle, certains investisseurs locaux qui sont déjà dans le secteur de l'hôtellerie sont intéressés par au moins 2 lots sur les silos que nous avons mis à leur disposition. Les pouvoirs publics vont réaliser de leur côté toute la partie salle de congrès, toute la partie en amont de Utumoro. Et nous avons donc lancé un concours pour la maîtrise d'œuvre et nous avons retenu 4 architectes de renommée internationale, parmi lesquels nous allons choisir un lauréat d'ici le mois d'octobre à venir. Donc ils vont réaliser les plans, une salle de 3000 spectateurs avec un parking de 1500 places et j'espère en tous les cas que les premiers appels d'offres seront lancés premier trimestre ou second trimestre de l'année prochaine et un début de chantier vers la fin de l'année. Nous continuerons cet investissement car je suis convaincu que les Polynésiens qui ont de l'argent en Polynésie, parce qu'il y a de l'argent chez nous, il y a beaucoup d'argent chez nous. Vous avez fait, il n'y a pas très longtemps, un reportage sur les banques. Vous savez ce qu'il y a dans nos banques. Donc je pense qu'avec la confiance qui est revenue, avec les bonnes relations que nous avons avec l'État, les bonnes relations que nous avons dans le Pacifique, les choses vont se réaliser. Et je suis optimiste, c'est vrai. Peut-être à plus petite échelle, puisque... En tous les cas, le programme est maintenu en l'état. Mais par contre, il n'y aura pas qu'un investisseur, vraisemblablement, ils seront 5 ou 6 à prendre chacun un lot. Et ce sera aussi bien, puisque nous ne dépendrons pas d'une grosse compagnie. Alors, il est question également d'expulser les familles qui longent un petit peu ce littoral. Est-ce qu'ils ont été pris en compte aussi dans ce projet? Oui, le mot expulsion est un petit peu péjoratif. Non, mais vous savez que la moitié pratiquement des squatteurs a déjà été évacuée sur un lotissement social qui est juste en amont. D'autres ont été relongés dans les îles. Ils ont tous été contactés aujourd'hui parmi ceux qui restent ici à Utumoro. Et nous avons pour chacun d'eux des solutions à leur proposer, qui va du relogement intégral dans un lotissement social jusqu'à la fourniture de matériaux s'ils veulent rentrer, s'ils ont un terrain, s'ils veulent rentrer chez eux dans les îles. Nous les accompagnerons, mais nous ne les expulserons pas.
Merci beaucoup. Avant d'aller plus loin avec vous, Monsieur le Président, un des grands chantiers annoncés par le pays, c'est la route du Sud. Une 2 fois 2 voies de Punaouia à Taravao est fortement contestée par la population de Paea. Paea, où 650 familles risquent l'expulsion, justement. Selon l'association des contestataires du projet, le dossier d'enquête publique qui a été présenté pour avis à la population reste flou. Un projet que l'association considère comme, je cite, démagogique. Écoutez plutôt Teddy Tehei au micro de Christian Dezo. Ce projet de route du Sud va retirer 70 hectares de nos plaines urbanisables. C'est environ 650 familles qui vont être expulsées. N'en parlons pas de toutes les terres qui ne sont actuellement pas occupées, qui vont être également spoliées par le pays. Monsieur le Président, on vient d'entendre, on parle de 650 expulsions, 70 hectares de plaines sacrifiés pour cette route, rien que sur Paea. Que répondez-vous à cette population? Je voudrais rassurer. La consultation qui est actuellement faite sur Paea est liée à la révision du plan général d'aménagement de la commune de Paea. Cette révision est demandée par le conseil municipal. Donc, effectivement, une enquête publique est ouverte et les gens peuvent venir s'exprimer. Pour être complètement transparent avec la commune de Paea et surtout sa population, je ne pouvais éviter de parler de la route du Sud. Quand est-ce que voulez-vous que j'aille parler de cette route du Sud? Sinon, au moment où l'on parle du plan général d'aménagement, puisque ce plan général d'aménagement décidera de la réservation du foncier pour cette route ou pas. J'ai estimé qu'effectivement, après les accidents que nous avons connus sur la route de ceinture de Paea, n'oublions pas qu'il y a eu 2 morts dans les 3 derniers mois, avec l'encombrement provoqué par les insertions de ces habitants sur la route de ceinture qui provoque des files d'attente jusqu'à Papara le matin lorsqu'il y a école ici à Papeete, je pense qu'on ne peut pas rester sans bouger. Et donc j'ai souhaité sensibiliser la population. Vous savez, je ne veux pas expulser les gens, au contraire. Je suis moi-même propriétaire foncier et je connais la valeur de la terre pour le Polynésien. Donc mon but n'est pas d'expulser, mais je crois qu'à un moment donné, pour l'intérêt de tout le monde, pour l'intérêt des populations de la côte ouest, il faudra que l'on prenne quelques décisions. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer. Les enfants qui viennent au lycée à Papeete de Papara ou de Mataya se lèvent à 4h30 le matin pour venir à l'école parce qu'il y a des encombrements sur la route. Donc, on ne peut pas tolérer une telle situation et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé. Moi, je suis content que les gens puissent s'exprimer. Au contraire, effectivement, la population de Paea, si l'on entend ces personnes, Teddy, Tehei et les autres, sont opposés. Bon, écoutez, ils seront opposés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux pas aller les spolier de leur terre. Je veux que, d'un commun accord avec les populations, nous puissions avancer sur ce dossier de la route du Sud. Ce sera aussi le mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. En bref, à l'Intercontinental de Tahiti-Fa'a, la grève est levée. Depuis aujourd'hui, la direction de l'hôtel et le syndicat O'Oit-Orima sont parvenus à un calendrier de négociation, mais la grève est maintenue sur un Moorea. Passons à autre chose maintenant, un autre sujet plus léger. Avant, il tutuyait les nuages avec son parapente. Il a même été titré au championnat de France, mais ça, c'était avant. Pierre est aujourd'hui hémiplégique. Après un grave accident cardiaque, le club Air Évasion a décidé de lui redonner des ailes. Ce matin, il s'est fait tracter sur la place d'Atimono avec son binôme Hérald. Une première en Polynésie. Sur place, beaucoup d'émotions, comme a pu le constater Pierre-Emmanuel Garot. Comme d'habitude, tu prends du plaisir. Et c'est le pilote qui gère tout. Tout ça, tu le connais, hein. La ventrale. Là, tu vas pouvoir sécuriser tes pieds. La voile, on la déplie. On va l'étaler bien comme il faut et pour permettre un bon décollage face au vent. En lit de Yuan, il y a Pierre qui embarque sur le bateau. Le but de l'opération, c'est de faire rêver les personnes à Witeritut. C'est de tracter en fait notre copain là qui est au sol pour qu'il prenne du plaisir avec Pierre. Le vent est un peu fort, donc voilà, c'est un peu problématique au gonflage, mais à part ça, on a une belle équipe qui tourne bien. Bon, ok, stop. Ça y est, tu vois,
ils viennent se larguer là. Gerald a largué, il s'est désolidarisé du bateau, donc il fait son vol plané. Là, on a une autorisation pour 1000 pieds. Donc là, les premiers essais, on est à 500 pieds et au fur et à mesure, on va atteindre les 1000 pieds. On va passer le bras là. Voilà. Pareil de l'autre côté. Et pareil de l'autre côté. Combien tu pèses, Pétélo? C'est pour la caméra. 60 kilos. 60 kilos, ça marche. Pierre, c'est un ancien champion de parapente en Polynésie. Il a participé au championnat de France, il a été bien classé. Et il y a 3 ans, il a eu un problème cardiaque. Et maintenant, la partie mentale et physique est limitée. Et l'objectif, c'est de lui redonner en fait le goût au vol et nous de continuer à partager notre passion avec d'autres personnes à mobilité réduite. C'était comment? T'inquiète pas, on va y aller toute la matinée. Merci les coréens. Vous entendez l'émotion là? Voilà une expérience porteuse d'espoir pour toutes les personnes atteintes de handicap. En cyclisme, Tarouya Kreiner remporte la 6e étape du Tour de Tritinui en 2h40 minutes et 45 secondes, suivi d'Axel Carnier qui conserve le maillot jaune avec un temps de 2h40 minutes et 51 secondes sur ce parcours de 98 km. Quant à Nicolas Breuillard, il arrive 3e de l'étape. La réaction à chaud du vainqueur recueillie ce matin par Marcel Bonou. Au pied de la bosse, on est rentré sur les 3 autres qui étaient devant et puis il y a 4 qui étaient devant de Punaru tout seul et puis on a géré la montée derrière avec Thomas et puis le maillot jaune. J'ai attaqué à 500 mètres de la ligne, je suis revenu sur Hervé et puis j'ai tout donné jusqu'à la fin et je suis super content. Donc pour toi c'est au moins une étape, mais le Tour en général c'est foutu. Là il reste demain 40 km et puis le soir encore 40 km. Voilà, on va pas se faire de films et de rêves. Voilà, je pense que le Tour pour moi, le maillot jaune, ça va être compliqué, très très compliqué. Sur de courtes distances comme ça, on ne peut pas prendre 3 minutes, c'est impossible. Et puis voilà, ils vont pas me laisser sortir comme ça. Voilà, et demain, 2 dernières étapes à ne pas manquer. Le premier à 8h au départ de Papeete, direction Paea, 41 km. Puis à 20h, le critérium sur le front de mer de Papeete, 17 tours à effectuer pour un total de 37 km. Et puis, dès ce soir, ne ratez pas la Coupe du Monde de rugby au Japon. Ça démarre à 23h35 sur Polynésie la Première, avec la sélection japonaise qui ouvre les hostilités face à la Russie. Au total, 25 matchs dont les matchs finales seront diffusés sur Polynésie la Première, la finale étant prévue le 1er novembre. Et pour terminer en beauté, Au cœur du Fénois vous plonge dans l'histoire du golfe d'Atimaono à Papara. Après la fermeture de la romerie de la commune que l'on vous a présentée hier soir, le green du golfe d'Atimaono a remplacé les champs de canne à sucre. Retour sur la genèse d'un projet qui a créé beaucoup d'emplois à l'époque avec Hayata Buluk et Jérôme Lee. Il y avait ici une plantation de canne à sucre. C'est aujourd'hui un terrain de golf. Jean Bréau était l'initiateur du projet à la suite de la fermeture de l'usine de canne. Il a repris ses travailleurs pour nettoyer le terrain. On a fait tout le traçage et jusqu'à la construction. Ça a duré presque 3 ans la construction. Une fois fini, j'ai été formé par Bob Baldock comme greenkeeper, pour s'occuper des greens, d'apprendre aux ouvriers comment tondre, quels sont l'engrais à mettre, tout ça. Et avec Jean Brest, qui était, on peut dire, un professeur. Inauguré en 1970, le terrain de golf a une surface de plus de 6 hectares. À l'époque, le propriétaire du golf a embauché presque tous les jeunes de la commune pour activer les travaux. Le grand-père de Lucas a notamment participé au défrichement du terrain. Mon grand-père a nettoyé ce terrain. Mais juste avant son décès, il nous a demandé de voir les gérants du golf. Son idée, préserver les arbres et ne plus les abattre. C'est ce qui est fait actuellement. Les arbres sont tout simplement taillés.
Jean Bréau a ouvert le practice à tous ses employés. Certains sont même devenus champions, comme Thierry Poetey. Médaillée plus d'une dizaine de fois aux Jeux du Pacifique, elle se souvient encore de ses débuts avec une branche de Goyavier comme club. Un jour, la fille de Jean Bréau, qui s'appelait Noël, elle me disait, tu ne veux pas venir tirer mon chariot, hein? Parce qu'elle a besoin de quelqu'un pour tirer son chariot. Je dis, si, je veux bien. Et puis en quelques trous, et puis elle me demandait, tu ne veux pas essayer de taper dans une balle? Et puis après, elle me prête un club. Je dis, si, je vais essayer. Je tape, elle a des grands yeux ouverts, elle me dit, mais c'est pas normal, tu n'as jamais tapé. Si, avec une branche de goyavier. Aujourd'hui, ils sont plus de 200 golfeurs à fréquenter le site d'Atimaono tous les jours. Mais il manque des infrastructures hôtelières à proximité pour accueillir les joueurs étrangers, car le golf d'Atimaono a une renommée internationale. C'est un golf qui n'est pas trop compliqué par rapport à d'autres golfs. Par rapport à celui de Moorea, par exemple, dont la technicité est beaucoup plus complexe. Mais par contre, c'est un très beau golf, un très long golf, très grand, beaucoup plus grand que celui de Moorea. Et les gens ont plaisir à venir jouer ici parce qu'ils font des très bons scores. Ces pionniers du golf sont aujourd'hui fiers du travail accompli. Cela a permis aux joueurs tahitiens de briller dans le Pacifique. Le golf d'Atimaono fêtera l'année prochaine ses 50 ans. Avant de nous quitter, demain matin, l'invité café sera le capitaine Sylvain Vigneux, officier en charge de la sécurité routière à la gendarmerie. Je vous rappelle l'information principale. Le PIB du pays augmente de 2,5%. Les voyants de l'économie du pays sont au vert, a affirmé le président du pays lors de la session budgétaire de ce matin. Un bilan économique positif, excepté les deux grands projets toujours très attendus, la ferme aquacole de Hao et le village tahitien qu'il espère concrétiser le plus tôt possible. À la une de vos quotidiens, demain, la dépêche titre « Le goût de la compétition pour des graines de champions ». Tahiti Info, bilan économique, Fritsch optimiste. Tahiti Pacifique, enquête sur la viande canine. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci aux téléspectateurs et internautes de nous rester fidèles. Aux commandes de vos journaux du week-end, Vito Tabo et Florence Okeli. 5h30, l'info radio, c'est avec Carlos Natoa et Ibrahim Amenazi. À suivre, votre magazine culinaire Tam A Kaikai, suivi de 2 épisodes de votre série Castle. Très bon week-end à tous. Belle nuit sur la première, à lundi. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.